L'échiquier international, soyez les bienvenus. Raza, des bombardements sans discontinuité. La tuerie est en train de prendre une ampleur tout à fait macabre. On entame 6 mois de conflit. Qui aurait imaginé une guerre aussi longue avec 32 000 morts, la spécificité de l'armée sioniste justement, et cette caractéristique de s'adonner à des conflits de courte période et de bas intensité, spécialisée des frappes, elle est plutôt spécialisée dans les frappes éclairs puissantes, pour ensuite tenter de peser dans des négociations ultérieures. On se rappelle de 1973, la Grande Guerre contre les pays arabes. Coalisé, l'entité sioniste a manqué de peu de se faire désarticuler, voire complètement disparaître. L'histoire et surtout Henry Kissinger sont venus à la rescousse. Henry Kissinger, qui était secrétaire d'État à l'époque, est venu en renfort pour justement tenter de sortir l'entité sioniste de cette crise. Et justement, on connaît la suite. Les accords avec l'Égypte ont été signés. L'Égypte récupère le Sinaï, mais la problématique de la question palestinienne demeure. D'autres temps, d'autres mœurs. L'armée sioniste réputée la plus puissante du monde, en tout cas du Moyen-Orient, le tout armé par les Américains, n'arrive toujours pas à couper la tête de la résistance palestinienne, comme l'a dit sur la formule de Netanyahou. Il ne reste donc plus à l'entité sioniste, pour couvrir son impuissance, de dérouler un tapis de bombes, un tapis de destruction, pour ensuite peut-être que la population palestinienne se retourne contre la résistance palestinienne, justement. Ce soir, on a voulu faire le bilan de ces presque 6 mois de conflit entre guillemets, et en tout cas, c'est sûr que c'est une nouvelle donne du Moyen-Orient qui est en train de se dévoiler au grand jour, et justement, on en parle ce soir, dans un instant. Alors, 6 mois après des bombardements sur Gaza, où en est-on sur le terrain militaire et politique? Pour en parler, je reçois Abed Sharif, journaliste et écrivain. Monsieur Abed Sharif, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être des nôtres. Alors, Abed Sharif, on est presque à 6 mois de déversement de bombes sur l'enclave de Gaza, 32 000 morts officiellement. Vous connaissez la célèbre formule de Clausewitz, la guerre et la continuation de la politique par d'autres moyens. Est-ce que l'objectif de la résistance palestinienne, bon an mal an, n'était pas un des objectifs de remettre la question palestinienne au niveau de l'échiquier international? C'est précisément ça. Le premier objectif de l'attaque de déluge al-Aqsa du 7 octobre, le premier objectif pour le Hamas, c'était de remettre la question palestinienne au centre des préoccupations, au centre de l'actualité internationale. Parce qu'il faut se rappeler que durant les dernières années, il y a eu le président Trump qui a lancé une idée, ce qu'il a appelé les accords d'Abraham. Et donc, à partir de là, a circulé l'idée qu'on pouvait diluer la question palestinienne, que les pays arabes pouvaient, l'un après l'autre, timidement, discrètement, honteusement aussi, renouer avec Israël, établir des relations avec Israël. Et au bout d'une dizaine d'années, on se retrouverait donc avec une région où Israël a des relations avec tout le monde et on aurait oublié la question palestinienne. Et le 7 octobre a cassé cette logique. Tout le monde admet aujourd'hui que le nœud de la... Tout le monde admet, tout le monde admet l'évidence. La clé au Proche-Orient, c'est la question palestinienne. Il n'y aura pas de solution, il n'y aura pas de paix plutôt, sans une solution acceptable et acceptée par les Palestiniens. Revenons, si vous le voulez bien, sur l'assaut du 7 octobre, l'assaut de la résistance palestinienne contre le 7 octobre, qui, on le sait, on disait que l'armée sioniste était l'armée la plus puissante du monde, la plus sophistiquée, peut-être la 4e ou 3e, peu importe. Mais en tout cas, ce mythe est tombé. Est-ce que, selon vous, ce calcul de la résistance palestinienne était inclus dans son logiciel quand elle a préparé ses opérations? Est-ce qu'elle pensait, par exemple, parler des accords d'Abraham? Est-ce que tout ça était intégré dans cet assaut? Parce que c'est un assaut éminemment politique. On pouvait se poser la question dans les premiers jours, mais
la manière dont ça s'est passé par la suite a montré que cette opération a été préparée de manière minutieuse dans pratiquement, à mon avis, dans tous ses aspects. Les aspects politiques, les aspects diplomatiques, l'après-assaut, parce qu'on peut mener une attaque, mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On se rend compte que les Palestiniens ont sérieusement préparé le terrain et qu'ils s'attendaient à la réaction israélienne, ils en ont tenu compte et qu'ils voulaient garder la maîtrise des événements. Dans une certaine mesure, ils ont réussi à garder la maîtrise, très largement. Ce que vous nous dites, Ahmed Sharif, il y a pas mal de victoires dans ce que vous nous dites par rapport à cet assaut de la résistance palestinienne. Les accords d'Abraham sont suspendus. On remet la question palestinienne sur l'échiquier international. On n'écorne pas, on détruit le mythe de l'armée sioniste. Tout ça, c'est quand même des résultats politiques. Il y a un chercheur suisse, un ancien officier du renseignement suisse qui a travaillé pour l'OTAN, qui a beaucoup parlé ces jours-ci. Jacques Beau. Donc, moi, j'avais lu dans mes lectures, les Palestiniens avaient attaqué 12 centres militaires, ou 12 installations militaires, casernes, etc. Jacques Beau parle de 25 installations militaires, dont le commandement de la brigade, mais pas la brigade, l'armée qui est supposée gérer Gaza. Donc 25 centres militaires importants ont été attaqués. Et Jacques Beau dit aussi que les Palestiniens n'ont pas attaqué des civils, ils ont attaqué des positions militaires. Les civils, ce sont des surprises qui se sont retrouvées. C'est des hasards, c'est des hasards malheureux. Et en passant, il y avait un festival de musique. Bon, il y a eu des accrochages. Mais la cible, c'était des installations militaires. Et les Palestiniens voulaient aussi faire des prisonniers militaires, des officiers supérieurs de préférence, pour pouvoir négocier la libération de prisonniers palestiniens. Il faut se rappeler qu'il y a à peu près 7500 prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. En gros, on peut dire qu'un tiers, ce sont des gens qui ont été condamnés, un tiers, c'est des gens qui attendent d'être jugés, et un tiers, ce sont des gens en détention administrative. C'est quoi la détention administrative? Ça veut dire que l'armée israélienne va en Cisjordanie au Gaza, interpelle des gens, ils les mettent en prison et ils les laissent en prison, sans rien, aucune procédure. Et donc, les Palestiniens voulaient négocier la libération des prisonniers. Donc, on a vu les civils qui ont été libérés rapidement, etc., parce qu'en fait, ils étaient encombrants au départ. Mais bien sûr, ils ont gardé les militaires, et là, c'est là que ça se joue. C'est la prochaine négociation. Alors, la question de fond, on peut parler de Jacques Beau, mais on l'a posé aussi à pas mal de spécialistes du renseignement. C'est comment se fait-il qu'un des services des renseignements les plus, on va dire, les plus chevronnés du monde, qui est doté d'un service de renseignement militaire, interne, externe, le Shin Bet, le Mossad, n'a pas pu venir ce type d'opération, qui est une opération d'envergure et historique. Personne n'arrive à trancher. On nous a parlé d'une barrière de sécurité qui était ultra sophistiquée, où le moindre petit mouvement serait tout de suite enregistré. Comment vous expliquez ça? Personne n'arrive à répondre concrètement à cette question. Je n'ai pas d'explication complète. J'ai deux éléments de réponse. Alors, donnez-nous votre avis. Le premier élément, c'est que les Israéliens se sont auto-intoxiqués eux-mêmes. Ils ont pensé que la question palestinienne était finie, que la résistance était finie, et donc ils ont commencé à agir de manière très désordonnée. Ils n'ont pas tenu compte de certains indices. Ils n'ont pas su voir la chose. C'est-à-dire, Ils pensaient qu'ils avaient vaincu la résistance. Ils les méprisaient, ça y est, ils pensaient qu'il n'y avait rien. Ça, d'un côté. D'un autre côté, et à mon avis, c'est le plus important, les Palestiniens ont appris. Les Palestiniens ont beaucoup appris. Dans le passé, ils se sont rendus compte que ce qu'ils faisaient était toujours la cible des services israéliens qui réussissaient
à infiltrer, à avoir des éléments, etc. Il faut se rappeler, par exemple, qu'il y a une quinzaine d'années, les Israéliens ont tué successivement plusieurs dirigeants des brigades Al-Qassam, juste parce qu'ils avaient leur téléphone portable. Et donc, ils les géolocalisaient, ils les tuaient avec le téléphone portable. Là, les Palestiniens ont appris. Ils ont appris à mener des actions étanches, à verrouiller complètement l'information, à ne rien laisser sortir, à utiliser l'électronique uniquement en externe, quand il s'agit de détecter les postes de surveillance israéliens, etc. Et là, ils ont fait preuve d'une habileté qui est incroyable. C'est de l'intelligence militaire que vous nous décrivez là. Hein? Oui, les Palestiniens ont appris. Ils ont appris. Ça fait des années, ça fait des décennies qu'ils sont battus, qui n'arrivent pas à faire avancer leur cause. Il y a un groupe qui s'est, on va dire, retranché dans un monde à lui. Il a tout bétonné, il a tout verrouillé et il a appris, ils ont réussi à monter quelque chose d'extraordinaire. Parlons des pays arabes, surtout ceux qui sont impliqués dans les accords d'Abraham, hein, qui sont des accords de paix avec l'entité sioniste. On les sent un peu embarrassés. Est-ce qu'ils en veulent d'une certaine manière de l'assaut du 7 octobre, puisque les accords d'Abraham ont été suspendus? Est-ce que cela pourrait expliquer, par exemple, la distanciation de ces pays par rapport à la tragédie de Gaza et de ces 32 000 morts? L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Non, alors, c'est un détail, mais c'est un détail important. Je pense que l'Arabie Saoudite et les Émirats, ce n'est pas la même logique. Les Émirats, c'est un pays qui est à la fois qui est une banque du Moyen-Orient et occidental. C'est un carrefour de services de renseignement, d'affaires de tout genre, etc. Et c'est ouvert à tous les vents et n'importe qui peut y jouer ce qu'il veut comme rôle. Et c'est un pays qui a choisi la collaboration avec Israël. À mon avis, l'Arabie Saoudite, c'est quelque chose de différent. L'Arabie Saoudite veut devenir un acteur régional. Elle veut passer d'un statut de vassal des États-Unis à un statut d'acteur régional, au moins, pour essayer d'être le moteur dans sa petite zone, dans le Golfe. Ils veulent être les patrons du Golfe. Et donc, ça ne va pas avec une soumission aux Américains, ni avec une alliance avec Israël. C'est différent. Et la preuve, ce qu'ils ont fait récemment, se réconcilier avec l'Iran contre l'avis des États-Unis sous l'égide de la Chine. C'est un acte d'indépendance majeur, c'est l'un des plus importants actes d'indépendance de l'Arabie Saoudite depuis très longtemps. Et la dynamique, c'est-à-dire les situations ne sont jamais figées. Le 7 octobre a poussé l'Arabie Saoudite à se libérer des pressions qui s'exerçaient sur elle pour qu'elle reconnaisse Israël, pour qu'elle normalise avec Israël. Et l'Arabie Saoudite est revenue à une position traditionnelle qui a été développée par le roi Fahd, ensuite le roi Abdallah. Ils ont dit, pour nous c'est très simple, il n'y aura pas de normalisation tant qu'il n'y a pas de retour aux frontières de 67. Donc, c'est fini. L'Arabie Saoudite, l'espoir avec, c'est fini. Restent les autres pays. Bon, c'est des marchandages. Le Maroc a marchandé le Sahara occidental contre la reconnaissance d'Israël. Bon, ça, c'est des pays qui ne comptent pas. Les pays qui comptent, c'est l'Arabie Saoudite en tant que leader des pays du Golfe, c'est l'Égypte comme pays le plus peuplé, le pays arabe le plus peuplé, et c'est l'Algérie en Afrique du Nord. C'est ça les pays qui comptent. Mais sur ces pays, il y a une ligne rouge parce que bon, c'est des pays qui ont des caractéristiques à eux, mais ils doivent prendre en compte leur opinion, l'opinion populaire qui est, elle, pro-palestinienne. On peut pas. Il y a des lignes rouges. C'est vrai qu'on peut reconnaître
une certaine dose de diplomatie avec l'entité sioniste, mais attention de ne pas mettre en colère la rue qui est pro-palestinienne, notamment en Égypte, qui est avec le problème économique, avec une inflation presque à 2 chiffres. Il y a des lignes rouges. Quand on parle des pays arabes, donc, il y a toujours l'opinion publique, la rue, ce que pense la rue, il y a ce que pensent les pouvoirs, et il y a ce que, on va dire, les intérêts économiques qui sont en jeu. Et ce n'est qu'après que vient le côté politique dans le sens, la volonté populaire. Et pour le moment, dans les pays arabes, ce qui compte, ce sont les cercles de décision qui sont jusque-là, qui ont été jusque-là capables d'imposer leur point de vue à la population, y compris quand cette population a un point de vue contraire. Il faut aussi ajouter que ces pays sont, on va dire, ils ont été défaits par Israël plusieurs fois. L'Égypte a été battue par Israël plusieurs fois. Donc l'Égypte s'est installée dans une situation de résignation en se disant on ne peut rien faire contre l'armée israélienne. En 1973, peut-être qu'il y avait une petite exception, une petite. Ils arrivent à récupérer le Sinaï. Bon, on signe, Sadat signe avec Menahem Begin, ils arrivent à signer, mais bon, et on coupe la parole. Oui, mais ce qu'ils ont fait, ils se disent, regardons les choses froidement. Les Égyptiens se disent, ce qu'on a récupéré par les négociations, c'est beaucoup plus important que ce qu'on a récupéré par les armes. La fameuse paix séparée. Donc voilà, c'est une logique. Pour nous, Algériens, qui avons une autre culture politique, ce n'est pas admissible. Pour d'autres pays, mais il faut regarder aussi les pays qui ont refusé la normalisation. Ils ont été broyés. L'Irak, la Syrie, la Libye, le Yémen et l'OLP elle-même. Ils ont été broyés. Donc, les autres pays se disent, il y a un calcul à faire. De toute façon, un pays comme les Émirats ou le Bahreïn ou le Koweït, ce n'est pas un pays qui est en mesure de peser, dans le rapport de force. Donc, entrer en guerre, ça ne mène à rien. Alors, parlons des bombardements sionistes, mais peut-être l'aspect politique. Ces bombardements rendent malgré tout, quoi qu'il arrive, ultérieurement, rendent l'avènement d'un État palestinien complètement caduque, voire chimérique. Et en même temps, l'entité sioniste démontre que Washington ne peut plus lui imposer une ligne rouge. C'est-à-dire que l'entité sioniste peut s'adonner à des mois et des mois de bombardement et Washington, quand même, reste impuissant. D'ailleurs, il y a un diplomate américain qui le dit que c'est la plus grande honte pour Washington de ne pas avoir pu imposer un cessez-le-feu à l'endroit de Netanyahou. Ça dépend comment on voit les choses. Là, on passe un petit peu du côté israélien. Quels sont les objectifs israéliens? Pour essayer de comprendre, pardonnez-moi, Abdel, jusqu'où pourraient aller ces bombardements? C'est pour ça que je pose la question. Pas de limite. C'est l'un des messages des Israéliens à travers ce qui se passe à Gaza. Israël dit aux Palestiniens, au monde, aux Américains, nous n'avons pas de limite. Ils sont prêts à raser complètement Gaza et la Cisjordanie si eux estiment que c'est nécessaire. La légalité internationale, les droits de l'homme, les pressions externes, ils n'en ont rien à faire. Tant qu'ils ont les moyens, s'ils estiment nécessaire de raser complètement Gaza, ils vont le faire. Mais est-ce qu'ils ont les moyens? C'est le message. Mais est-ce qu'ils ont les moyens avec les bombes, avec les munitions, les obus américains, ils ont quand même des alliances avec l'Union européenne, ils dépendent quand même du commerce extérieur. À un moment donné, je veux dire, leur marge de manœuvre va être complètement réduite. Ils ne peuvent pas comme ça s'adonner. Ça, c'est à terme. Oui. Mais nous, on parle aujourd'hui, et on parle d'hier, d'aujourd'hui, des prochaines semaines et peut-être même des prochains mois. Dans ce laps de temps, ils ont cette possibilité-là et ils vont le faire. Mais là où ils ont quand même une autre marge de manœuvre, c'est que ils ont un système politique qui est relativement efficace. Aujourd'hui, on va dire que c'est Netanyahou qui fait le sale boulot. Il va commettre le plus grand nombre de massacres possibles. Au vu de l'histoire. Il va faire tout ce qui est crime, tout ce qui est génocide, etc.
Et ensuite, ça va être une carte qui va être jouée par les Américains. Netanyahou va partir, il va y avoir un autre gouvernement qui va dire, bon, on arrête les bombardements et on va négocier. Et donc, le monde, les Occidentaux, les Palestiniens aussi, tout le monde, on va ressentir ça comme un soulagement. Et ça va être un moyen de pression sur les Palestiniens pour leur imposer des conditions très dures. Parce qu'ils sont en difficulté sur le terrain, la famine, la pauvreté, leur pays est détruit, et ensuite on arrête les bombardements. Bon, on va leur dire, vous avez quelque chose, pour le moment, contentez-vous de ça. Ça va être une carte politique à jouer pour les Israéliens. C'est-à-dire, en fait, au fond, vous nous dites que Netanyahou monte tellement haut dans les enchères que quand il donnera peut-être un petit bout de pain, les Palestiniens se contenteront de ça avec la pression de la communauté internationale. Non, moi, je pense que ça, c'est le court terme. Mais le moyen terme, Netanyahou est fini. Les choses commencent aujourd'hui à se préparer avec son successeur, avec ses successeurs. C'est avec eux que se feront les prochaines négociations, les prochains arrangements, etc. Est-ce qu'il n'est pas allé trop loin, Netanyahou, même pour son cercle, pour son entité? Trop loin pour qui? Par rapport à quoi? Par rapport à la trajectoire de leur territoire, à leur projet. Est-ce qu'il n'est pas allé trop loin? Est-ce que ce n'était pas trop cher payé? On a l'impression que ces bombardements... Par exemple, regardez, il sera difficile aujourd'hui de parler de la sacro-sainte Shoah, par exemple. C'est-à-dire, même au début, on avait cette carte, cette pression de la Shoah. Aujourd'hui, elle est terminée quand on voit ce que les Palestiniens sont en train de subir. Donc, c'est pour ça que je dis que peut-être Netanyahou est allé un peu trop loin, même pour le projet même pour leur entité. Il est évident que les Israéliens ont perdu durant cette guerre. Ils ont énormément perdu. Ils ont perdu la rente de la Shoah. Ça, c'est fini. Ils ont perdu la rente que leur procurait le chantage à l'antisémitisme. Vous avez vu, tout ce qui s'exprime contre eux, antisémitisme, ça ne marche plus. Il y a un phénomène qui est peut-être le plus important, mais qui n'a pas encore totalement apparu, c'est que les nouvelles générations dans les pays occidentaux sont plus pro-palestiniennes que pro-israéliennes. Surtout aux États-Unis. Entre autres, aux États-Unis, mais en Europe aussi. Donc, il y a l'opinion publique mondiale est en train de basculer en faveur des Palestiniens. On revient à la discussion de départ. Ça c'est ce que perdent les Israéliens dans cette guerre. Mais ils ont subi un coup qui a été tellement dur qu'ils ont été obligés de prendre des risques. Là, c'est comment ils vont se retourner, comment ils vont se retrouver. Et il faut aussi rappeler que les Israéliens sont très imbriqués avec les pays occidentaux. Ils ont l'AIPAC aux États-Unis. L'AIPAC, c'est une influence gigantesque. C'est énorme comme influence. Le lobby sioniste aux États-Unis. Là, on découvre, il y a des chiffres qui circulent depuis quelques jours. Il y a 4000 Français qui sont dans l'armée israélienne. C'est important, ça. Cette imbrication d'intérêts, imbrication humaine, les lobbies français, en France, nous, on les voit bien. Aux États-Unis, c'est trop loin, on ne les voit pas. Mais ils sont très influents. Est-ce qu'ils vont garder le pouvoir qu'ils avaient jusque-là? Je pense que non. Mais ils ne sont pas affaiblis. Ils vont rester décisifs dans les grandes décisions. Monsieur Abed Sharaf, on va terminer sur cette conclusion. Merci d'avoir été des nôtres. Bien entendu, le sujet n'est pas épuisé, mais en tout cas, on tentera également d'y revenir les prochains jours, les prochains mois. Merci en tout cas, Monsieur Abed Sharaf, et à très bientôt. Quant à moi, je vous retrouverai dimanche. D'ici là, portez-vous bien en ce mois béni de Ramadan en vous disant Sahab Tolkoum.